On va pouvoir démarrer, je pense, maintenant. Ok, ça marche. Bonjour à tout le monde. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour ce premier webinaire thématique qui a pour sujet comment utiliser la solution Amikéo pour accompagner les comportements problèmes. Je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Clémence Le Tutour. Je suis éducatrice spécialisée de formation initiale. J'ai travaillé pendant 15 ans auprès d'enfants et d'adolescents TSA et je me suis spécialisée dans cet accompagnement, notamment au travers d'un diplôme universitaire en analyse du comportement appliqué aux troubles du développement. Durant mon expérience en IME, j'ai également été référente numérique pour la mise en place du projet Auticiel au sein de mon établissement, ce qui m'a permis de mettre en place des outils de manière concrète sur le terrain. Et depuis 1 an, j'ai rejoint l'équipe Auticiel en tant que formatrice et chargée d'accompagnement. Donc aujourd'hui, dans le cadre de ce webinaire, on va aborder plusieurs éléments qui vont nous permettre de mieux comprendre comment et pourquoi certains comportements problèmes se manifestent chez les personnes en situation de handicap. On analysera ensuite les éléments scientifiques qui nous permettent de faire du lien entre les comportements problèmes et certains déficits, notamment en termes de langage ou d'expression de la douleur. Nous verrons comment nos applications de la solution Amikéo permettent d'apporter un soutien à la personne en situation de handicap et un appui à la compréhension et l'accompagnement de ces comportements problèmes. Et nous vous proposerons ensuite d'illustrer ces propos par un cas d'usage et de terminer par un temps d'échange avec Julie Renaud. Et donc, je vous le disais, Pierre est également présent pour se charger des questions d'ordre plus technique au travers du chat. Donc, tout au long de ce webinaire, on va attacher une importance particulière à faire la distinction entre la notion de trouble du comportement et la notion de comportement problème. Je tenais à préciser qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus souvent de comportement défi en lieu et place des comportements problèmes. Mais à ce jour, la Haute Autorité de Santé n'a pas encore mis à jour ses dernières recommandations à ce sujet. C'est pourquoi on a choisi de garder l'appellation comportement problème tout au long de ce webinaire. Il semble important aussi de souligner que quand une personne a un trouble du comportement, ça ne signifie pas forcément qu'il s'agisse d'un comportement problème. Et les recommandations de bonne pratique professionnelle ont d'ailleurs apporté un éclairage précis sur ce sujet. Donc, au travers de ces recommandations, on va pouvoir faire la distinction entre un comportement problème et la manifestation spécifique d'un handicap. Pour la Haute Autorité de Santé, le comportement est considéré comme problématique dès lors que son intensité, sa fréquence ou sa durée peuvent impacter la sécurité physique de la personne ou de son entourage ou l'entraver significativement dans sa vie de tous les jours. Donc, certains comportements peuvent apparaître problématiques, mais ils sont seulement l'expression du handicap et ne peuvent pas être considérés comme comportements problèmes. Tous les comportements socialement inadaptés ne sont donc pas des comportements problèmes, d'où l'importance de définir les comportements et d'en connaître la signification afin de pouvoir y apporter des réponses appropriées. Ici, on ne se focalise donc plus sur la personne, sa déficience ou son handicap, mais on envisage le comportement problème dans sa globalité, notamment son rapport à l'environnement de la personne. Pour bien situer le propos d'aujourd'hui, il est donc important de savoir de quoi est-ce qu'on va parler. C'est quoi un comportement? Comment est-ce qu'il se manifeste? Et surtout, comment est-ce qu'on peut avoir une influence sur lui? Le comportement, il est défini dans une approche psychologique par l'ensemble des réactions objectivement observables d'un sujet. Donc, c'est un phénomène naturel, c'est-à-dire que l'homme adopte un comportement sans forcément y penser de façon réfléchie et calculée. C'est également un phénomène individuel puisqu'il s'agit de son comportement propre à son environnement. Il s'agit également d'un phénomène continu puisque le comportement n'est pas figé dans le temps mais qu'au contraire, il va évoluer. Et puis enfin, il s'agit d'un phénomène déterminé dans le sens où tous les événements, tous les comportements sont déterminés
par les relations fonctionnelles qu'il entretient avec son environnement. Influer sur le comportement pour le diminuer ou l'augmenter nécessite donc d'avoir connaissance des causes de ce comportement, c'est-à-dire de pouvoir déterminer les variables de l'environnement qui influent sur ce comportement. Dans nos accompagnements, on va parfois chercher à diminuer certains comportements, comme les comportements d'auto-agression, d'hétéro-agression, les cris, etc. Et puis, dans d'autres cas, on va plutôt chercher à augmenter certains comportements, comme les opportunités langagières ou l'expression des émotions. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'il existe rarement une seule variable de contrôle à prendre en considération et qu'au contraire, ces variables sont souvent multiples et qu'elles prennent des aspects différents selon les individus. Mais alors, qu'est-ce que c'est une variable de contrôle? Eh bien, ce sont les éléments de l'environnement qui vont avoir une influence sur le comportement. Il peut s'agir d'un contexte de lieu, d'un contexte de temps, de l'environnement visuel, de l'environnement sonore ou encore de perturbations internes. Pour être plus précise, concrètement, si je passe devant une boulangerie quand il est 9h du matin et que je viens de prendre mon petit déjeuner, la probabilité pour que j'émette le comportement d'entrer dans la boulangerie pour acheter un pain au chocolat, par exemple, elle va être moindre que s'il est 11h30. De la même façon, s'il est 11h30 et que j'ai faim, mais que je ne suis pas à proximité d'une boulangerie, la probabilité que j'émette ce comportement diminue. En revanche, si à 11h30, je passe devant cette boulangerie, je n'avais pas forcément la sensation d'avoir faim, mais le contexte de temps et le contexte de lieu va augmenter la probabilité que j'émette le comportement. On a également des réponses individuelles qui correspondent à la façon que chaque individu a de répondre à un même stimuli. C'est quoi une réponse individuelle? Ce sont les réactions divergentes de plusieurs personnes à un même stimuli. Par exemple, deux personnes vont avoir des réactions différentes à un même stimuli olfactif. L'odeur du café, qui est appréciée par un grand nombre de Français, peut être une odeur détestée par d'autres. De la même façon, on va réagir différemment à un même stimuli sonore. Par exemple, si j'emmène quelqu'un à un concert de heavy metal, il ne va pas forcément avoir la meilleure des réactions. Ces réponses, elles peuvent être soit innées, soit acquises au cours d'expériences depuis le plus jeune âge. Si par exemple, dans mon enfance, mes parents m'ont fait écouter du heavy metal quand j'étais plus jeune, j'ai plus de chances d'apprécier ce type de concert que si je n'en ai jamais entendu auparavant avant de m'y rendre. Donc, on l'a vu précédemment, le comportement, il est contrôlé par différentes variables et la réponse apportée par chaque individu va différer. Aussi, dans un même environnement sonore aversif, une personne va être capable de dire qu'elle est gênée, une autre personne sera capable d'aller baisser le son pour freiner cette gêne sonore, là où les personnes en situation de handicap vont manquer de ressources pour faire face à cette situation. Et c'est là que pourront se développer des comportements problématiques. Il existe 4 grandes fonctions au comportement de tout individu. La première fonction est la fonction d'échappement. Je donne un exemple. Dans une classe, un enfant crie, cela dérange ses camarades, il est donc isolé dans le couloir et à ce moment-là, il s'arrête de crier. On peut donc supposer que le comportement crié qui a été mis en place pour échapper à une situation aversive, potentiellement la classe. La seconde fonction est la fonction tangible. Donc, c'est un exemple que je vais donner qui va parler à tous les parents qui sont présents ici. On imagine que vous êtes dans un magasin, votre enfant souhaite acheter des bonbons et vous lui dites non en première intention. Seulement votre enfant, il pique une colère, il pleure, il se roule par terre jusqu'à ce que vous finissiez par accéder à sa demande. On peut supposer ici que les différents comportements socialement inadaptés que l'enfant met en place pour obtenir des bonbons ont pour fonction d'obtenir justement ces bonbons, donc ce qu'on appelle le tangible.
La troisième fonction du comportement répertorié, c'est la fonction d'attention. Là, je vais prendre l'exemple d'un adulte dans une structure qui peut parfois demander à un éducateur quelle activité il va faire au cours de sa journée. Il va obtenir une première réponse, puis il va poser la même question à un autre adulte, et ainsi de suite, tout au long de la journée. Donc là, on peut supposer que le comportement qui est de multiplier une question à laquelle il a déjà obtenu une réponse n'est pas réalisé dans le but d'obtenir cette réponse, mais plutôt d'obtenir l'attention des adultes qui l'entourent. Et enfin, la dernière fonction du comportement répertorié, c'est la fonction d'autostimulation. Je vais prendre ici l'exemple d'un jeune autiste qui est seul dans un espace hyposensoriel et qui s'autostimule. Aucun indice ne laisse à penser qu'il cherche autre chose que l'autostimulation. Donc, tous les exemples qu'on a vus précédemment, ils nous ont permis de déterminer la conséquence attendue par la mise en place d'un comportement, c'est-à-dire la fonction du comportement, à quoi est-ce qu'il sert, mais on n'a aucune information sur les antécédents, à savoir pourquoi ce type de comportement est mis en place. Et pourtant, c'est extrêmement important de savoir ça parce que ça va nous donner des indices sur les fameuses variables de contrôle sur lesquelles on va pouvoir influer pour modifier le comportement. Donc, pourquoi est-ce qu'un enfant en classe cherche à s'échapper? Pourquoi un adulte en structure recherche constamment l'attention de ses éducateurs? Pourquoi un enfant dans un magasin adopte des comportements puissants pour obtenir un paquet de bonbons? Ou encore pourquoi, dans un environnement apaisé, un jeune autiste présente le besoin de s'auto-stimuler? Il est donc important de pouvoir analyser ce qu'on appelle la contingence à 3 termes, à savoir quels sont les antécédents du comportement, qu'est-ce qu'il s'est passé quelques minutes avant que le comportement se manifeste, quel comportement a été réalisé par le sujet, qu'est-ce qu'il a mis en place, et enfin, quelles sont les conséquences obtenues par la personne qui a mis en place ce comportement. Cette analyse précise, que l'on va pouvoir coder notamment à l'aide de grilles ABC, va nous permettre par la suite de définir les fameuses variables de l'environnement qu'il conviendra donc de modifier afin d'augmenter ou de diminuer les opportunités d'émission de ce comportement. Comme on l'a évoqué précédemment, le comportement il est contrôlé par des variables qui sont parfois difficiles à déterminer. Et pourtant, il est nécessaire de vérifier si une relation de cause à effet peut être déterminée par un comportement précis. Il va donc falloir mesurer le comportement avant, pendant et après que l'on ait eu une influence sur l'environnement de celui-ci. Pour mesurer un comportement, il faut également savoir exactement de quoi on parle. Je vais prendre l'exemple des pleurs d'un nourrisson. Ils vont différer selon qu'il ait sommeil, qu'il ait besoin d'être changé ou qu'il ait faim. En soi, le comportement en lui-même semble le même, un enfant qui pleure, mais sa fonction va différer. Comment est-ce qu'on va comprendre la fonction du comportement? Eh bien, on va observer l'environnement immédiat de l'enfant. Par exemple, si le nourrisson vient juste de manger, on peut éliminer l'hypothèse que les pleurs soient émis parce qu'il a faim. De la même façon, si l'enfant vient d'être changé, on peut supposer également que ce n'est pas cette fonction-là que vont avoir les pleurs. C'est pourquoi, quand on met en place une observation ABC, il va falloir qu'on s'accorde sur la topographie du comportement à observer. Il va falloir vérifier sa mesurabilité, à quel moment de la journée il apparaît, à quelle fréquence, à quelle intensité. Il va falloir déterminer son observabilité. Qu'est-ce que je cherche à observer? Attention, il y a des manifestations externes qui sont identifiables et il faut aussi prendre en considération certaines manifestations internes qui sont là plus difficiles à déterminer. Et enfin,
Le comportement a toujours des spécificités, c'est-à-dire à quoi ressemble le comportement, qu'est-ce qui le distingue d'un autre comportement, c'est ça que je dois remplir. Ce sont tous ces éléments qui vont nous permettre de remplir la grille ABC de manière objective. Une fois cette analyse fonctionnelle réalisée, on va pouvoir alors influencer l'environnement en fonction des résultats obtenus. C'est ce qu'on appelle en analyse appliquée du comportement le traitement. Cela va nous permettre de mesurer ensuite l'impact de cette influence sur le comportement. C'est pour ça qu'il est important de mesurer le comportement avant et après la mise en place d'un traitement, d'une intervention. Ça va nous permettre d'avoir des résultats qui seront observables et qui nous permettront de réajuster ce traitement, cette intervention, si besoin. On peut par exemple ici reprendre notre exemple de tout à l'heure de l'enfant qui était en classe. Donc l'enfant en classe crie et s'arrête de crier quand il est isolé. Supposons que les mesures du comportement ont permis de mettre en avant que le comportement crié apparaît lorsque l'agitation dans la classe est importante et que le niveau sonore des autres élèves augmente. On émet ici l'hypothèse que la fonction du comportement est donc d'échapper à une situation aversive, à savoir un environnement sonore trop bruyant. On va donc proposer une alternative à l'enfant, à savoir ici le port d'un casque anti-bruit en classe. De cette façon, on va retirer le côté aversif de la situation puisque le niveau sonore de l'environnement de classe sera cette fois diminué par le port du casque. La réponse apportée va donc avoir la même fonction. Avant, l'enfant criait pour être isolé et ne plus entendre le bruit des autres. À présent, c'est le casque qui lui permet de ne plus entendre ce bruit. Donc, on n'a pas modifié la fonction, on a juste modifié l'environnement. Ce qui va être important ici, c'est de mesurer à nouveau le comportement après quelques jours de traitement pour voir si l'influence apportée dans l'environnement a eu un impact sur le comportement. Une fois cette mesure prise, si les mesures indiquent que le comportement diminue, alors ça veut dire que nos observations des antécédents étaient justes et que le fait d'apporter cet aménagement a permis de limiter le comportement problème. L'observation nous a donc permis de déterminer la fonction du comportement. Si au contraire le comportement reste stable, voire augmente, ça veut dire que l'hypothèse de départ est certainement erronée. Il va donc falloir repasser par une observation ABC afin de peaufiner, affiner nos observations et tester de nouvelles hypothèses. On va maintenant parler du modèle écologique qui est présent dans les recommandations de bonnes pratiques. Les premières références au modèle écologique, elles datent du début des années 70 et c'est Yuri Bronfenbrenner, pardon pour la prononciation, qui en 1979 va étendre ce modèle écologique avec un ouvrage qui est intitulé The Ecology of Human Development. En fait, le principe du modèle écologique, c'est justement de mettre en lien le processus de développement d'un individu par rapport à l'environnement dans lequel il s'est développé. On l'a dit tout à l'heure, certains comportements sont des comportements innés et d'autres comportements sont des comportements acquis tout au long de la vie d'un individu. Ce schéma, il nous permet de mieux comprendre que l'analyse du comportement, elle doit porter sur les différentes situations auxquelles la personne a été exposée. Ce qu'on disait tout à l'heure dans la grille ABC, quels sont les antécédents contextuels et immédiats à la mise en place d'un comportement. L'analyse doit également porter sur le contexte dans lequel le comportement problème surgit et à l'inverse, le contexte dans lequel le comportement problème se modère. L'analyse doit également porter sur la perception de la personne avant que le comportement se produise, pendant et après. Et quelle stratégie la personne met en œuvre pour faire face à ces difficultés. L'analyse portera également sur les conséquences obtenues, ce qu'on a vu dans ABC, c'est-à-dire le C, c'est les conséquences. Et puis, ce qui est important à noter dans le modèle écologique, c'est la prise en considération de l'exploration de différents facteurs, notamment
les facteurs somatiques et en particulier les facteurs sensoriels et communicationnels. Le postulat, du coup, à partir du modèle écologique, c'est celui de la prévention et de l'anticipation des comportements problèmes en proposant des actions ciblées dès les premières manifestations de ces comportements. L'idée, c'est d'agir sur les causes et non plus sur le comportement en lui-même. On arrive donc maintenant à la seconde partie de ce webinaire qui va porter sur les éclairages scientifiques qui mettent en avant la corrélation entre des déficits de langage, des difficultés à exprimer sa douleur et les comportements problèmes. De nombreuses recherches scientifiques ont été menées dans le cadre de recherches en analyse appliquée du comportement, notamment aux États-Unis. Ces études ont permis de déterminer une corrélation entre les déficits de langage et les difficultés à exprimer sa douleur et les comportements problèmes. En premier lieu, il y a des corrélations qui ont été faites entre la mise en place de comportements problématiques et les troubles du langage, soit une absence totale de langage, soit des difficultés au niveau expressif ou réceptif. Les difficultés à exprimer les émotions sont également à l'origine de problèmes de comportement. L'incapacité à s'exprimer de façon fluide peut entraîner des comportements problèmes liés à la frustration pour ces personnes de ne pas pouvoir se faire comprendre. Les difficultés de communication réceptive est également démontrées comme un facteur déclenchant de comportements problèmes qui sont liés principalement au fait que la personne ne comprend pas son environnement immédiat, les consignes qui lui sont données, etc., etc. Ça peut engendrer de l'agressivité et de la frustration. Ce qui est intéressant à retenir dans ces études, c'est qu'il a été aussi constaté qu'en agissant sur les antécédents, c'est-à-dire en offrant aux personnes étudiées des solutions pour pouvoir mieux comprendre leur environnement, mieux s'exprimer sur le plan du langage ou mieux exprimer leurs émotions, des améliorations significatives ont été constatées au niveau de leur comportement. Le deuxième élément qui ressort de ces études, c'est le fait que l'impossibilité pour les personnes à exprimer leur douleur pouvait créer des comportements problèmes. Certaines personnes vont se montrer plus agitées, plus agressives lorsqu'elles sont incommodées par une douleur qu'elles ne peuvent pas exprimer clairement. Là encore, les études ont montré qu'une action adaptée sur l'environnement, à savoir apporter un traitement médicamenteux adapté ou encore offrir des opportunités de communication par rapport à ces douleurs, va permettre de limiter la mise en place de comportements problèmes. Aujourd'hui, il existe des échelles de mesure de la douleur, telles que l'ESDDA, donc pour échelle simplifiée d'évaluation de la douleur chez les personnes dyscommunicantes avec troubles du spectre de l'autisme, ou l'échelle JEDI, qui sont destinées aux aidants pour mesurer la douleur des personnes accompagnées. L'échelle ESDDA, elle a été conçue par l'équipe du professeur Jea Saravan comme un outil de repérage précoce d'une douleur potentielle à destination à la base de la population générale. Il ne s'agit pas vraiment d'un outil diagnostique ou d'évaluation de l'intensité de la douleur, mais plutôt d'un outil d'orientation. Cette échelle comprend plusieurs items qui vont se baser sur l'observation des aidants, donc comme le comportement, les mimiques, les plaintes ou un sommeil modifié par rapport à l'habitude. Et elle se base également sur une éventuelle opposition aux soins, par exemple un refus de palpation. La seconde échelle, qui est l'échelle JEDI, elle a été développée au Canada par l'équipe de l'INBRIO. À la base, c'était une échelle qui permettait d'évaluer la douleur, notamment en cas de situation post-opératoire chez des personnes présentant un polyhandicap. Cette échelle, elle est plus complète que l'échelle ESDDA, mais elle est également plus longue à renseigner et elle est donc utilisée dans une moindre mesure par les aidants. Ces deux échelles peuvent cependant se compléter, notamment dans le cas où les résultats de l'observation dans le cadre de l'ESDDA ne seraient pas significatifs.
Maintenant, on va passer à la partie concernant les applications Amikéo et comment nos applications Amikéo vont pouvoir être une réponse à apporter face à la mise en place de comportements problèmes. La solution Amikéo propose 10 applications au total qui permettent de travailler les apprentissages, l'autonomie, les habiletés sociales et la communication. Au regard des différents éléments qu'on a évoqués jusqu'à présent, 3 applications vont être particulièrement adaptées afin d'accompagner les personnes présentant des comportements problèmes à mieux comprendre leur environnement, à être en capacité d'exprimer à la fois leurs besoins et leurs ressentis. Il s'agit des applications iFeel, Voice et Logiral. On l'a vu précédemment, la corrélation entre les comportements problèmes et les difficultés à exprimer un inconfort ou une douleur a été établie de manière scientifique. Des échelles d'observation ont été créées pour établir un lien entre douleur et comportement problème. Et pour aller plus loin, l'application iFeel a été co-conçue et testée en partenariat avec le Centre Douleurs et Soins Somatiques en santé mentale et autisme dans le cadre d'une recherche dirigée par le professeur Jea Seravan, dont on a déjà parlé tout à l'heure, notamment concernant l'échelle de la douleur ESDDA. Cette application, elle va permettre d'apporter un support à la personne accompagnée pour exprimer ses ressentis, ses émotions et sa douleur. Elle va lui permettre également de graduer son ressenti sur une échelle à 3 niveaux. Et enfin, elle va pouvoir disposer d'un schéma corporel qui va permettre de cibler la zone douloureuse. L'application Voice, quant à elle, est une application qui va permettre de développer la communication expressive des personnes accompagnées, ce qui va permettre de limiter la frustration liée au déficit de langage. On l'a vu précédemment, l'absence de langage et l'incapacité à se faire comprendre peut entraîner des comportements problèmes. La mise en place d'un outil de communication est donc adaptée est indispensable dès lors qu'il y a une absence totale de langage ou que ce langage est insuffisamment fonctionnel, spontané, intelligible ou étendu. Grâce à Voice, la personne va pouvoir développer sa communication expressive et réceptive, lui permettant ainsi une meilleure compréhension de son environnement. La modélisation du comportement par les personnes qui l'accompagnent va également faciliter l'apprentissage de l'outil. La troisième application qui va permettre de travailler à l'accompagnement des comportements problèmes, c'est l'application Logiral. Cette application qui a été développée dans le cadre d'une recherche menée au sein de l'université d'Aix-Marseille, a été conçue dans le but de ralentir la vitesse d'une vidéo sans distorsion ni de l'image ni du son. Elle peut notamment permettre une meilleure compréhension pour la personne en situation de handicap, des consignes, des émotions et des expressions du visage. On va donc pouvoir filmer une consigne et la repasser à la personne en version ralentie. On va passer maintenant au cas d'usage et on va évoquer ensemble le cas de Milan, qui a 14 ans. Donc, afin d'illustrer les éléments abordés au cours de ce webinaire, on va prendre l'exemple de ce jeune adolescent en situation de handicap mental qui a 14 ans, il est non-verbal et il présente de façon régulière des comportements problèmes comme l'auto- et l'hétéro-agressivité, des cris et des pleurs. Ces aidants s'interrogent sur les origines de ces comportements et décident donc de mettre en place une observation spécifique pour chacun d'entre eux afin d'en déterminer la fonction. L'analyse fonctionnelle va donc permettre de comprendre la fonction du comportement problème. Pour que cette analyse soit la plus juste possible, il est important que le comportement cible dispose d'une description précise permettant à chaque observateur de connaître exactement le comportement observé. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand on parlait d'un comportement mesurable, observable et spécifique.
On notera dans cette grille d'observation les antécédents observés. Ensuite, on notera la manifestation du comportement et enfin, on notera les conséquences obtenues par Milan. Ces observations peuvent se faire de façon indépendante, c'est-à-dire que les professionnels peuvent se concentrer sur un comportement pendant 3 jours consécutifs, puis sur un second comportement pendant 3 jours consécutifs, etc. L'observation de tous les comportements à la fois peut parfois être chronophage pour les équipes et surtout être sujet à erreur de prise de notes. Il est donc conseillé de faire des observations plutôt indépendantes. En parallèle, on pourra également remplir une grille ESDDA afin de déterminer une corrélation avec une douleur possible. La mise en commun des diverses informations aura permis de mettre en avant que les cris surviennent lorsque Milan tente de se faire comprendre, mais que les aidants ne saisissent pas sa demande. Cela aura permis également de mettre en avant que les cris surviennent aussi quand Milan doit répondre à une consigne verbale complexe et que l'hétéro et l'auto-agressivité ainsi que les pleurs surviennent à des moments où Milan porte la main à son oreille droite. Les professionnels ont également noté la fréquence d'apparition de chaque comportement sur 3 jours. Cette cotation est importante car elle permettra de constater les effets de l'intervention mise en place auprès de Milan après plusieurs mois d'intervention. Donc, suite à ces observations, un plan d'action va être mis en place avec, dans un premier temps, la mise en place d'un examen médical au travers d'une consultation ORL pour permettre d'affirmer ou d'infirmer l'hypothèse d'une douleur à l'oreille gauche. En parallèle, on va mettre en place un outil pour aider Milan à exprimer sa douleur et à situer celle-ci de manière précise. On mettra également en place un outil permettant à Milan d'exprimer ses besoins et ses préférences. Et enfin, pour aider Milan à mieux comprendre les consignes qui lui sont données, un autre outil spécifique sera mis en place. Quelles applications vont donc être utilisées pour accompagner Milan ? Eh bien, d'abord, on va pouvoir mettre en place l'application iFeel. Au travers de cette application, Milan pourra exprimer un ressenti ou une douleur à son accompagnant, parent ou professionnel, ou à un professionnel de santé. Cette application pourra donc être un soutien lors du rendez-vous ORL de Milan. Milan pourra également identifier la zone douloureuse grâce au schéma corporel et il pourra également graduer l'intensité de sa douleur grâce à l'échelle à 3 indicateurs. Le second outil que l'on pourra mettre en place, c'est l'outil Voice, l'application Voice, qui est donc un outil de communication adapté. Ainsi, Milan pourra communiquer ses besoins et ses préférences à l'aide de pictogrammes qu'il est en mesure de discriminer. Il pourra comprendre les consignes dès lors que ses aidants utiliseront les pictogrammes pour utiliser leurs propos. C'est ce que j'évoquais quand je parlais de la modélisation du comportement. Milan pourra également donner son avis et exprimer son refus. Et il aura ainsi l'opportunité d'augmenter ses opportunités communicationnelles. On l'a vu dans la présentation de Milan, les professionnels ont constaté une recrudescence des cris après une consigne à plusieurs termes, c'est-à-dire une consigne complexe. Dans l'hypothèse où Milan aurait des difficultés à comprendre ces consignes, il est envisagé de filmer la consigne au travers de l'œgiral et de lui faire voir ensuite à vitesse ralentie. Ça lui permettra de mieux appréhender les émotions des autres en visualisant des vidéos de mise en situation concrète et de comprendre une consigne complexe lorsqu'elle est filmée et ralentie grâce au logiciel. Une fois cette intervention mise en place, on va donc suivre les résultats après plusieurs mois de traitement et après la mise en place des applications. Ce qu'on peut constater ici, c'est qu'après 3 mois de mise en place, une nouvelle grille ABC est remplie par les professionnels. Il est important ici d'observer exactement le même comportement que les comportements d'origine, à savoir ici les cris,
l'auto- et l'hétéroagressivité et les pleurs. Ce qu'on peut constater au travers de ces données, c'est que le nombre de cris lors de demandes incomprises a très fortement diminué. Les professionnels ont noté que Milan utilise son outil de communication numérique de façon fluide et que les cris apparaissent lorsque sa tablette n'est pas à sa disposition, parce qu'elle a été oubliée à domicile ou parce qu'elle n'a pas été rechargée. Le nombre de cris lors d'une consigne verbale complexe a diminué mais reste présent. L'usage de Logiral a donc permis de réduire le nombre de comportements problèmes, mais il sera nécessaire de coupler cette application avec un autre outil pour aider Milan à mieux comprendre les consignes. On va donc pouvoir utiliser Voice en communication réceptive, c'est-à-dire par les professionnels, pour appuyer leurs demandes au travers du classeur numérique avec des pictogrammes que Milan comprend et discrimine. Enfin, l'auto-agressivité, l'hétéroagressivité et les pleurs ont eux aussi diminué. Lors de la première analyse, ces comportements étaient liés à une douleur au niveau de l'oreille, validée suite à une consultation ORL. Un traitement adapté a été mis en place et a permis de soulager Milan vis-à-vis de cette douleur. On constate ici que les quelques comportements mis en place sont corrélés à une main portée au niveau du ventre. Les éducateurs notent que Milan exprime au travers d'iFeel des douleurs au niveau du ventre et donc une consultation auprès d'un médecin devra lui être proposée. Donc, pour conclure ce webinaire d'aujourd'hui, ce qu'on a pu voir, c'est que la mise en place de Voice comme outil de communication a permis à Milan d'exprimer ses besoins et ses préférences. Que l'utilisation de l'application iFeel lui a permis d'exprimer et de situer sa douleur et qu'il a pu ainsi accéder à un traitement adapté. Et enfin, que l'application Logiral a aidé Milan à mieux comprendre ses intervenants. Ces trois applications ont permis de faire baisser la fréquence et l'intensité des comportements problèmes de Milan. On arrive maintenant au bout de ce webinaire. J'espère que les éléments apportés auront pu vous éclairer sur l'importance d'anticiper les comportements problèmes, de prendre des mesures objectives de ces comportements afin d'apporter une intervention ciblée et que vous aurez pu constater l'importance d'apporter des solutions concrètes à la personne accompagnée. Les applications de la solution Amikeo offrent ces opportunités concrètes aux personnes accompagnées de mieux comprendre leur environnement, d'exprimer leurs besoins, leurs préférences et leurs ressentis et font donc partie des solutions possibles à mettre en œuvre pour appréhender de façon concrète les comportements problèmes des personnes accompagnées. On va donc pouvoir maintenant passer au temps d'échange. N'hésitez pas à utiliser le chat pour poser toutes vos questions. Merci beaucoup Clémence pour cette présentation. On va peut-être reprendre les questions qui sont dans le chat. Donc, peut-être refaire des précisions, Pierre, sur ce qu'est la bibliothèque publique. Tout à fait. Alors, donc, oui, parce que dans le chat, je parlais de la bibliothèque parce qu'on me posait des questions sur les contenus de Voice. Oui. Donc, je disais qu'il était possible de télécharger des contenus de Voice supplémentaires, pour ceux qui sont déjà présents lors de l'installation, depuis votre bibliothèque, depuis la bibliothèque communautaire Amikio. Alors, cette bibliothèque communautaire Amikio, c'est quoi? C'est une bibliothèque qui est présente sur le cloud Amikio. Comment avoir accès au cloud Amikio? C'est dans le lien que je vous ai mis sur le chat, donc je peux vous le remettre si vous voulez. Une fois que vous avez un compte Amikio, c'est-à-dire que vous êtes, soit que vous avez lancé une période d'essai, soit que vous avez une licence d'une manière ou d'une autre, vous avez accès à ce cloud Amikio avec une identifiant avec un email ou mot de passe. Et depuis ce cloud, vous avez accès à pas mal de choses. Vous avez accès à la bibliothèque, du coup, dans laquelle vous pouvez partager des contenus que vous avez créés
ou récupérer des contenus que d'autres personnes ont créés. Sachant qu'en plus, Auticiel crée des contenus mensuels liés à, qui sont soit liés à l'actualité, soit pas liés à l'actualité, mais qui sont très pertinents, je trouve. Ou du coup des contenus créés par d'autres établissements ou d'autres parents, d'autres aidants. Vous aurez accès à plein d'autres choses sur votre cloud, mais si vous voulez, dans les ressources documentaires qui sont accessibles depuis justement votre cloud, il y a un webinaire sur comment utiliser votre cloud sur lequel vous pourrez avoir accès. Il y aura aussi ce webinaire-ci, là, présent, qui va être disponible en replay sur votre cloud, Amikio, si vous voulez. Oui, tout à fait, Pierre. Et d'ailleurs, vous pouvez avoir aussi les replays de nos webinaires sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pouvez consulter aussi à cet endroit. Et donc, effectivement, je reviens juste sur les contenus thématiques mensuels. Vous allez pouvoir avoir des contenus qui sont soit en lien avec des thématiques qu'on nous a demandé d'adresser, par exemple l'habituation aux soins qu'on a traité récemment, ou alors effectivement, comme le disait Pierre, sur des thèmes d'actualité. Si jamais vous avez des idées de thématiques qui n'auraient pas encore été traitées, n'hésitez pas à nous les donner, parce que du coup, on propose des nouveaux contenus chaque mois. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter. On va regarder s'il y a d'autres questions. Il y a eu une question à un moment pendant ta présentation, Clémence. C'était avant les aides. Le fil pour voir s'il y a des questions, justement. C'était sur le terme externe, je crois. Oui. Alors, quelqu'un disait... Externe, est-ce que c'est selon le lieu où la personne se situe ou c'est selon l'équipe? Alors du coup, nous à ce moment-là, on était en train de répondre à des questions sur autre chose. Et du coup, je voulais savoir si Clémence, c'était au début c'était sur la première partie. D'accord. Est-ce que c'est possible de préciser du coup, parce que je resitue pas par rapport à la question en fait. Ouais, le contexte. Bah, justement, nous, au moment où la question était posée, on était déjà passé à autre chose, donc du coup, je n'ai pas su répondre. Je pense que la personne va repréciser sa question dans le chat et on va pouvoir lui répondre. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on puisse y répondre. De toute façon, hein, comme on le disait, le webinaire sera disponible en replay, sachant qu'en plus, aujourd'hui, on a eu beaucoup de participants qui ont voulu accéder au live et qui n'ont pas pu parce qu'on avait atteint la limite qui est proposée par la plateforme. C'est la première fois que ça nous arrive et donc, du coup, voilà. Dans tous les cas, si jamais c'est arrivé à certains de vos collègues, ils auront accès au replay aussi. Alors, il y a une question. Mon fils est dyscommunicant, a une distorsion. Alors, a une distorsion entre... Alors, je suis désolée, je vais reprendre les questions les unes après les autres. Première question, est-ce que les professionnels qui accompagnent mon fils peuvent avoir une formation? Oui, bien sûr, on a un organisme de formation, on est organisme de formation et donc du coup, on propose des formations, des supervisions. Donc, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail à formation@auticiel.com. Je vous remets l'adresse dans le chat. Et donc, du coup, on vous donnera toutes les informations et on pourra prendre contact avec l'établissement de votre enfant. Alors, je crois que la personne qui avait posé la question sur le terme externe, c'est dans les mesures écologiques, me dit-elle. Oui, alors je suis en train de regarder, mais je ne vois pas le terme externe dans les mesures écologiques, donc du coup, c'est pour ça que je suis embêtée. Ok. Autre question. Mon fils est dyscommunicant, a une distorsion entre réel et imaginaire. Ok. Est-ce qu'il y a une question en lien avec ça en particulier? Peut-être, Cécile, si vous pouvez préciser. Il y a une question de Myriam sur la possibilité que les éducateurs soient formés. Donc, c'est ce que je vous disais. Hein, effectivement, les éducateurs peuvent être formés sans aucun souci, que ce soit dans le cadre d'une structure ou alors ils vont avoir la possibilité de se former au travers de webinaires. Donc, n'hésitez pas dans ce cas à revenir vers nous.
Je pense avoir trouvé à quoi fait référence la question externe et interne. C'est en lien avec la partie quand on doit mesurer le comportement. Voilà, il faut s'assurer que le comportement soit observable, mesurable et spécifique. Et notamment dans la partie observable, je parle des mesures de ce qui est observable en externe et ce qui est observable en interne. En fait, ce qui va être observable en externe, par exemple, si on reprend le cas de Milan, c'est lorsqu'il met sa main au niveau de son oreille. Ça, c'est quelque chose, c'est un comportement qu'on peut mesurer de manière extérieure, puisque physiquement, on le voit porter sa main à son oreille. Ce qu'on ne va pas mesurer, c'est tout ce qui est interne, c'est-à-dire la douleur qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas vérifier, son ressenti, sa douleur. Ça, c'est quelque chose qu'il ressent en interne. Et donc, c'est là la différence entre interne et externe. Parfait. Merci beaucoup, Clémence, pour ta réponse. Je vous laisse, voilà, pour la personne qui a posé cette question, je vous laisse continuer si vous en avez d'autres. Vanessa nous demande si ces applications sont-elles déjà disponibles ou sont-elles en option payante? Alors, ces applications, elles sont disponibles sur les stores. Vous avez aussi la possibilité d'acquérir des packs tablettes. Vous avez la tablette, la coque, le protège-écran et une licence d'application. Vous pouvez aller voir sur notre site, vous aurez tous les liens qui pourront vous aider. Cynthia nous dit, faut-il être formé pour utiliser ces logiciels? Alors, en ce qui concerne la personnalisation des applications, en tout cas, on a des logiciels qui sont conçus pour être intuitifs. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est ce que je disais, on est organisme de formation et on forme les professionnels et les familles à l'utilisation de nos solutions, tant sur la partie, je dirais, technique, paramétrage, mais aussi sur la partie pédagogique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va venir mobiliser les différentes briques applicatives, à quel moment, fonction des besoins et du profil de la personne accompagnée. Alors, Stéphanie dit: «Bonjour, merci pour votre présentation. Néanmoins, j'ai l'impression que vous avez mis l'accent sur le fait que cet outil sera utile pour des enfants non verbaux ou ayant des difficultés de communication plutôt évidentes. Confirmez-vous le fait qu'il soit utile aussi pour des enfants qui s'expriment de prime abord très bien, mais qui en fait n'arrivent pas à communiquer? Mon fils est verbal, type haut potentiel, et je n'arrive pas à expliquer à l'école qu'il n'arrive pas à communiquer. De là, des comportements négatifs ont lieu et je n'arrive pas à les aider. La tablette n'est d'ailleurs pas utilisée car ils ne comprennent pas le véritable problème. Je compte faire écouter ce replay. Alors, pardon, ça a sauté. Je reviens à la question. Je compte faire écouter ce replay à la maîtresse. Merci par avance. Merci Clémence. Peut-être je te laisse répondre si tu veux répondre, Clémence, et puis je compléterai si nécessaire. Oui, complètement. Vous avez raison, Stéphanie. Alors effectivement, là, on a évoqué le cas, dans le cas d'usage d'un jeune adolescent qui avait des difficultés de communication, mais au-delà de ça, les applications, elles peuvent aussi être utiles pour des enfants qui, de prime abord, s'expriment très bien. Ce qui est souvent compliqué pour certains enfants, c'est que entre ce qu'ils comprennent et ce qu'ils montrent avoir, des fois, il y a une différence qui peut être difficile à déterminer. On a cette impression parfois que j'aime pas cette expression, mais qu'ils donnent le change, c'est-à-dire qu'ils donnent l'impression de comprendre très bien leur environnement, alors que dans la réalité, il y a des éléments de leur environnement qui leur échappent. Donc, utiliser Voice, on l'a évoqué dans le webinaire, utiliser Voice en appui à une explication orale au travers de pictogrammes ou de photos peut venir aider du coup à une meilleure compréhension de l'environnement de l'enfant. D'une autre manière, par rapport à ce que vous expliquez concernant votre enfant, il y a aussi la difficulté à exprimer ses émotions et déjà à les comprendre. Et en l'occurrence, parfois un enfant est capable tout à fait de communiquer, mais c'est pas pour ça qu'il va être en capacité de mettre des mots sur ses ressentis, ses émotions et comment est-ce qu'il perçoit les émotions des autres.
Pour ça, iFeel, du coup, cette application, elle a été conçue justement pour aider à exprimer un ressenti spécifique. Mais on a également une deuxième application qui permet de travailler la reconnaissance des émotions, qui s'appelle Otimo, et qui là peut aider du coup l'enfant à mieux comprendre quels sont les différents types d'émotions qui existent et comment ces émotions sont représentées au travers notamment de photos qui représentent des personnes qui vont mimer ces émotions. Tout à fait. Otimo, d'ailleurs, peut être utilisé en complément d'une autre application qui s'appelle Social Andy, qui permettra à l'enfant à la fois d'apprendre à reconnaître les mimiques faciales qui sont en lien avec une émotion, mais surtout Social Andy, qui est une application de quiz qui est utilisée communément pour travailler les codes sociaux, pourra être utilisée finalement pour attribuer un état émotionnel évident à une situation. Par exemple, je ne sais pas, la photo d'un enfant qui reçoit un cadeau pour son anniversaire, on essaiera de lui attribuer un état émotionnel. Et donc, du coup, voilà, on travaillera sur des situations sociales spécifiques. Donc là, on vous a donné le cas d'usage de Milan, effectivement, mais on aurait pu aussi travailler d'un jeune ou d'un adulte qui aurait eu des difficultés de communication différentes ou moins prégnantes. Alors, je reprends les questions. Julie nous demande si le live sera disponible en replay sur YouTube ou un lien sera envoyé par mail. Eh bien, les deux. Vous allez recevoir un lien par mail et ça sera aussi disponible sur YouTube. Et comme Pierre le disait tout à l'heure, aussi sur le cloud. Tac. Alors, Cécile disait « difficile de lui proposer des réponses car de lui-même, il ne saura pas exprimer ce qui le gêne. » Peut-être tenter d'utiliser des supports visuels alors pour lui faciliter finalement l'expression de son ressenti et c'est là où l'usage de voice, même pour un enfant verbal, peut avoir une pertinence. Florent, comment peut-on faciliter l'accès aux tablettes? J'utilise la première génération de tablettes et je n'arrive pas à trouver des sangles de transport avec protection d'écran qui ne brillent pas. Soleil fort à La Réunion, en sortie. Vous avez de la chance déjà d'avoir un soleil fort. Peut-être, Florent, revenez vers nous directement en nous envoyant un mail à contact@auticiel.com. Vous nous donnerez exactement finalement le modèle de tablette et on essaiera de vous guider. On ne propose pas effectivement de sangle de transport en achat comme ça, mais par contre, on essaiera de vous aiguiller. À terme, est-ce qu'il sera possible de changer le dessin du petit bonhomme dans iFeel? Certains des résidents accompagnés n'ont pas accès à la compréhension des dessins, mais pourraient peut-être comprendre une photo. J'ai déjà répondu dans le chat, si je peux reprendre pour la vidéo. Donc pour ceux qui suivent en replay, je peux reprendre quand même la vidéo. Donc j'ai mis que dans iFeel, on a la possibilité de changer les pictogrammes pour mettre des photos. Sauf pour le schéma corporel, puisque là, on a un souci il faut absolument que ce soit pile poil le bon pixel. Mais par contre, on va ajouter d'ici on espère peu de temps, de nouvelles mascottes pour qu'on ait une plus grande diversité et une meilleure identification. À ce à quoi vous m'avez répondu, peut-être que c'était, ça a déjà été fait, mais que c'était le schéma corporel qui posait souci, car trop peu compris par nos résidents. Alors là, pour le coup, pour l'instant, on n'a pas prévu de mettre des photos sur tout le schéma corporel, mais peut-être que je vais prendre note pour essayer de voir ce qu'on pourrait faire. Merci beaucoup, Pierre. Après, on peut imaginer aussi que le schéma corporel soit travaillé en amont, peut-être avec d'autres outils. Cécile nous dit « Comment revenir sur une situation mal vécue sans observateur pour une expérience entre deux jeunes non fiables, mal vécue sans témoin ?» Alors peut-être, Clément, je te laisse répondre, ou en utilisant des supports visuels probablement qui vont permettre d'exprimer les difficultés qui auront pu être rencontrées.
Oui, alors c'est vrai que c'est difficile comme ça, parce qu'on manque d'éléments pour comprendre la situation, mais effectivement, de façon générale, dans les situations comme ça qui posent problème, où on manque d'éléments factuels pour se rendre compte d'une situation, l'utilisation de supports visuels va permettre d'aider les personnes à mieux s'exprimer sur ce qui s'est passé. Maintenant, effectivement, sur les comportements mis en place, la notion d'observation, elle reste importante autant que possible pour pouvoir justement apporter des réponses les plus adaptées possibles. Merci Clémence. Doua nous dit, si j'opte pour votre solution Amikio, quel format de tablette me recommandez-vous pour un enfant de 12 ans? Eh bien, finalement, tout dépend de l'usage que vous pensez en faire. C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt un usage en mobilité avec un enfant qui a des bonnes compétences de motricité fine et de pointage? Et là, on vous conseillera plutôt une tablette petit format type liseuse, ou alors est-ce que finalement ça va plutôt être pour du travail sur table, ça va peut-être être moins utilisé en mobilité, et là on vous conseillera plutôt une tablette type grand format. Donc peut-être de la même manière, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@auticiel.com pour qu'on puisse vous aiguiller un peu plus en fonction des usages que vous souhaiteriez développer, enfin, en tout cas des usages majoritaires que vous souhaiteriez développer avec votre enfant. Alors, hop. Stéphanie nous remercie pour nos réponses. Merci Stéphanie. Florent nous dit, peut-on mettre la photo réelle entière du jeune dans l'application iFeel et l'option « Où est-ce que j'ai mal ?» Donc ça, on a déjà répondu. Pierre? Oui, tout à fait. Oui. C'était ce que je disais tout à l'heure. Malheureusement, pour l'instant, on ne peut pas mettre l'option de photo derrière l'option « Où ai-je mal ?» derrière le schéma corporel. Elisabeth nous demande, dans Logiral, comment retirer une vidéo? Toutes celles de la galerie apparaissent. J'ai aussi répondu du coup dans le chat. Dans Logiral, il n'y a pas de galerie de l'application. Logiral, c'est une application qui va afficher toutes les vidéos présentes sur vos tablettes sans distinction pour qu'on puisse toutes les sélectionner. Donc, par contre, je prends note que plus tard, vu qu'on a pour projet d'améliorer toutes nos applications en continu et de les refaire bientôt, ça peut être un problème si vous avez beaucoup de vidéos, notamment si vous voulez revoir des vidéos qui sont peut-être vieilles dans votre galerie. Je comprends que ça peut poser problème. Donc, on le prend en note dans une logique d'amélioration. Merci beaucoup, Pierre. Bien, je crois qu'on a passé en revue toutes les questions, en tout cas pour le moment. Peut-être pour ceux qui auraient encore quelques questions, n'hésitez pas, il nous reste 2 minutes. En tout cas, merci beaucoup à tous pour votre participation et vos questions. C'est toujours un plaisir pour nous de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, si c'est votre premier webinaire, je vous conseille d'aller faire un tour sur votre cloud où vous pourrez retrouver tous les webinaires ou sur notre chaîne YouTube. Il y a une playlist avec tous nos webinaires, si vous avez apprécié celui-ci. Il y en a plein sur plein d'autres sujets. Et d'ailleurs, sur la communication, comme la question a été posée, sur les différents types de profils d'enfants qui peuvent bénéficier, ou d'adultes d'ailleurs, qui peuvent bénéficier d'un outil de communication, on a 2 webinaires qui ont déjà eu lieu sur la thématique de la communication. Ça peut être un bon lien, ouais, effectivement, entre ces deux thématiques. Oui, tout à fait. Écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Encore une fois, on vous remercie tous pour votre participation. Merci beaucoup Clémence pour la présentation. Merci Pierre pour ton Merci de la participation. Très bonne journée à tous et bon week-end à l'avance. Bonne journée, bon week-end tout le monde.
Bonne journée. Au revoir. Au revoir.